On raconte qu'il y a 25 ans, un vieux sage créa le jeu le plus magique de tous les temps. J'aurais plutôt dit effrayant. Où chaque case est une épreuve. Un défi à réaliser avant la fin du sablier. Derrière chaque porte, un univers où il faut faire ses preuves. Un jeu d'où peuvent surgir ce qu'on appelle les créatures du fort. Où il y a une seule règle, c'est de remporter le trésor. Ce soir, nos aventuriers seront-ils valeureux ou de simples pions manipulés par le maître du jeu? Préparez-vous à frissonner. Une nouvelle partie va commencer. Ils arrivent. Ah, très bien, que la fête commence. Bonjour, bonjour Père Foura. Bien, bien, bonjour. Ah, alors on se retrouve enfin. Ah bonjour, merci de nous accueillir dans votre fort. Vous avez le réseau en plus. Dans ma chambre. Non, c'est un bureau. Je dors dans mon bureau. Je travaille dans mon bureau. Mais voilà, c'est pas ma chambre. Je ne travaille pas dans ma chambre. Ah, c'est pas votre chambre. Alors, Père Foura, donc une nouvelle saison de Fort Boyard qui commence demain. Qu'est-ce que ça vous fait de fêter les 25 ans? Les 25 ans, eh bien, écoutez, c'est comme l'histoire du verre plein et l'histoire du verre vide. Voilà, c'est bien de se dire 25 ans, parce que c'est 25 ans. 25 ans de plus, mais qu'est-ce que ça fait en moins? Surtout ça. Mais restons positifs. Alors, non, écoutez, c'est merveilleux. Merveilleux, d'une part, de pouvoir rajouter une année supplémentaire en compagnie de tous les gens qui nous regardent. Donc ça, c'est vraiment fantastique de savoir que cette émission passe les générations et que ceux qui avaient 30 ou 40 ans, il y a 25 ans, ont eu des enfants qui ont peut-être même eu d'autres enfants. Donc voilà, on passe les générations, donc c'est plutôt bon signe. Est-ce que vous pensiez, quand le jeu a démarré, que vous alliez fêter un anniversaire comme celui-là? Comment voulez-vous anticiper et présager les choses pareilles? Peut-être donnons-nous rendez-vous dans 25 ans. Il faut qu'on en reparle. On parlera des 50 ans de Fort Boyard. Eh ben oui, tout à fait, 25 ans plus 25 ans, 50 ans, et c'est... Voilà, on va dire c'est quand même assez loin de votre âge, 50 ans. Bon, vous savez, à partir d'un certain âge, on ne compte plus. Quand on aime, on ne compte pas, dit-on. Effectivement, bon, je vous remercie Père Foura d'avoir pris quelques minutes. On va pas vous déranger plus longtemps parce que on sait que vous attendez les candidats. Est-ce que vous pourriez nous passer Yann? Ah, bah écoutez, j'ai cru le voir passer dans les couloirs. Attendez. Yann! Ah, il arrive. Très bien, merci beaucoup. Donc Yann Legac, producteur du jeu Fort Boyard et concepteur des jeux également, des cellules que vous voyez dans l'émission. Parlons plus de la... Non, je rectifie parce que je ne suis pas producteur du jeu. Il y a Francis Côté qui est le producteur exécutif des jeux. Il y a un Guillaume Ramin qui est le producteur artistique. Moi, je m'occupe plus spécifiquement des jeux, disons. Je ne vais pas empiéter sur leur fonction. Eh ben, vous avez bien fait de préciser. Donc, concepteur des jeux. Comment vous vient l'idée pour concevoir les épreuves? Parce que chaque année, il y a des nouvelles épreuves qui arrivent. Oui, d'une part, c'est toujours pareil. Je vais aussi souligner que c'est un travail de groupe et d'ensemble. Donc, on est une petite équipe maintenant qui se connaissent bien. Et Guillaume Ramin, justement, qui est producteur artistique, a donné une direction aussi nouvelle depuis quelques années. Donc, vous savez, c'est un peu la réponse que je fais habituellement. C'est que les idées, en fait, elles sont
elles sont dans la vie courante. Il suffit d'ouvrir les yeux et de s'inspirer un petit peu de ce qui se passe ou des tendances, comme par exemple, il y a une des épreuves qui s'appelle le tri sélectif. Donc forcément, c'est une chose qui concerne tout le monde. Et puis on se dit, plutôt que d'avoir à le traiter d'une façon alarmiste ou politique ou autre, on se dit, tiens, ça serait peut-être pas envie d'en faire quelque chose qui aurait une résonance autre, différemment, dans tous les cas qui pourrait en avoir une, surtout sur un jeune public, de le traiter en jeu, mais malgré tout, il y a quand même, on en parle, quoi. C'est notre façon d'en parler, disons. Oui, tout à fait. Moi, je pensais aussi à la ketchuperie qui fait son arrivée, je crois, d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui. Oui, pareil, la ketchuperie, on sait bien qu'il y a plein de marques, enfin, en tous les cas, moi j'ai des enfants et je sais que le ketchup fait partie du vocabulaire courant, quoi. Ouais, c'est... Et donc voilà, c'est donc d'une part, soit on s'inspire de choses qui sont dans la vie, qui flottent dans la vie, soit sur des gestes aussi, soit c'est des idées ou des habitudes ou des faits de vie, ou alors c'est des actions, même ça fait des fois des petites actions. On se retrouve dans la vie courante des fois à faire trouver quelque chose et essayer de pouvoir le ramasser, est-ce que c'est derrière un meuble ou de mettre des glaçons dans un frigo, mais voilà, enfin, il y a, je sais pas, je dis parce que en ce moment je vois un frigo devant moi, mais il y a toujours plein de choses, ne serait-ce que même de brancher des fils de ci, de ça, ou de dévisser une lampe et rien à voir pour monter dessus, et puis de mettre le truc en équilibre pour pouvoir monter et en même temps risquer de tomber, enfin bon voilà, il y a tout le temps dans la vie, il y a plein de pièges comme ça. Et oui, tout à fait. C'est un peu un travail du quotidien, en fait. C'est surtout d'ouvrir ses yeux, et en fait, souvent, moi, en tous les cas, je travaille sur d'autres programmes aussi dans la conception de jeu, et souvent, quand il y a une interrogation, pour pas dire une énigme, c'est peut-être que ma vie est cernée par les énigmes, mais c'est souvent, quand je cherche une solution à une réponse à un problème donné, je regarde autour de moi, et souvent, la réponse est autour, quoi. Effectivement. Et je pense que dans la vie, c'est pareil aussi, en tous les cas. Et justement, ces épreuves dont vous êtes le concepteur, est-ce que vous et votre équipe, vous les testez avant qu'elles soient mises à l'antenne? Elles sont certaines même. Il y a même une étape en atelier aux environs de Paris, où il y a l'atelier avec surtout le grand magicien de tout ça qui s'appelle, je cite les noms parce qu'on ne le fait pas assez souvent, qui s'appelle Emmanuel Blanquet. Qui est vraiment notre géo trouve tout, et c'est lui quand on réfléchit avec lui, comme c'est lui qui les fabrique, donc la réflexion est très intéressante avec lui, parce que lui il matérialise les idées qui sont juste comme du vent, lui il les matérialise parce qu'il va devoir les réaliser, donc puis ça se transforme en boulon de tel diamètre et en IPN de temps, et voilà. Et donc on fait une première phase pour certaines épreuves, pas pour toutes, mais dans un atelier sur Paris. Et puis après, il y a toute la phase de construction en cellule, avec sur les cellules du fort, avec tous les paramètres qui sont bien entendu réfléchis et pensés avant, avec tous les paramètres qui sont sur le fort, à savoir d'énormes contraintes en termes d'espace, de hauteur de plafond, de grandeur, oui, d'espace, parce qu'il y a des cadreurs qui sont dedans, il y a un assistant, il y a tout ça, donc il faut penser l'épreuve en fonction de tout un tas de paramètres. Et puis après, elle se met en lumière, donc elle se construit. Elle se met en lumière, elle est envisagée en captation aussi. Enfin voilà, donc il y a des strates comme ça à passer entre la conception sur trois traits sur un papier et la finalité. Il y a beaucoup d'étapes intermédiaires, oui. Et donc les décors sont construits sur la terre ferme et après emmenés par bateau? Non. Il y a beaucoup de matériel. Non, le chef constructeur justement fait ses commandes en fonction des épreuves, et il reçoit le matériel sur le fort où il y a tout un atelier sur le fort lui-même, et puis tout se fait, se construit, se peint, se patine sur place. D'accord. Non, on peut pas, non, parce que c'est tellement spécifique d'un endroit à l'autre, que chaque endroit a ses contraintes, ses paramètres et ses spécificités. Oui. Et est-ce qu'il y a déjà eu des épreuves que vous avez imaginées et testées mais qui n'ont pas pu du coup se jouer, se faire? Oui, ça arrive, mais qui ne passent pas l'étape des tests même. Parce que l'idée est intéressante, et puis en fait quand
Quand on l'a fait, on s'aperçoit que ça n'a pas le résultat escompté, ou alors on s'aperçoit qu'il y a une faille qu'on n'avait pas vue, ou alors c'était pas le moment. Aussi curieusement, il y a des fois des idées qui naissent et qui apparaissent et qui naissent vraiment 2 ou 3 ans plus tard. Curieusement, c'est dur à expliquer, c'est que c'était pas l'humeur, c'était pas le moment. Mais elles sont là, et moi des fois je fais ce travail de garder des notes et tout ça, et de rejeter un œil dessus. Des fois on se dit, mais tiens, quand même ce truc d'il y a 3 ans, c'était quand même pas mal, quoi. Et puis finalement, d'un coup, ça devient une épreuve qui est solide, quoi. C'est curieux. Vous êtes une équipe de combien de personnes qui travaillent sur ces projets? En conception, ça tourne autour de 3 personnes, 3, 4 personnes, mais c'est jamais ça tourne autour de 3 et 4 personnes, disons. Mais après, en construction, il y a donc Manuel Blanquet, qui est le chef constructeur, et là, il y a une grosse équipe quand même. Parce qu'il y a non seulement la construction, toute son équipe gère le tout fort entier, à savoir pas seulement la construction et tout ce qui est en amont du tournage des émissions, mais il y a aussi tout ce qui se passe pendant les émissions. Et en plus, quand on passe d'un pays à l'autre, il y a ce qu'on appelle le reset, et qu'il faut tout remettre. Si on fait des preuves avec plein de grains qui déversent dans la cour, par exemple dans un endroit, après il faut le ramasser. Et tout ça. Et même les moindres épreuves qui paraissent simples, mais comme il y a des étages là-bas sur le fort, quand on joue avec le sable, par exemple, on ne se rend pas compte du poids de ce qu'il faut emmener comme sable si on fait des preuves avec du sable qui se situe au premier ou au deuxième étage. Ça devient vite une énorme corvée parce qu'il faut amener du sable au deuxième étage, par exemple. Vous voyez. Et oui, tous les sacs qu'il faut transporter, effectivement. Oui, on ne se rend pas compte parce qu'on voit un tas de sable. Oui, mais qui n'a pas un jour mis des pelletés de sable et on se rend compte que ça prend c'est extrêmement lourd, quoi. Et nous, ne serait-ce que la boue, hein. Regardez la boue, quand on voit l'épreuve de la boue, cette boue, elle n'arrive pas comme ça. Il faut la monter, la fabriquer, mettre de l'eau, la malaxer et trouver la bonne texture, la bonne coloration et tout ça, quoi. C'est tout le travail invisible qui est propre au spectacle, j'entends. De ne pas montrer l'effort et les contraintes. Les coulisses, dirait-on. Oui, les coulisses, mais on ne se rend pas compte, c'est sûr que c'est un énorme travail. Tous les gens qui veulent être forts sont toujours étonnés là, on a tourné avec les Québécois, j'entendais les Québécois dire après qu'ils n'ont jamais vu un plateau pareil, quoi. J'ai l'impression de rentrer dans un tournage de film. Puis disons que c'est, on va dire, c'est un peu différent parce que là, vous êtes quand même, on va dire, en pleine mer. Vous n'êtes pas, c'est pas comme si vous étiez sur un plateau à Paris. Et d'autant plus, parce qu'il y a forcément l'eau, l'électricité et les moindres choses. Forcément, il y a le fait d'être en plus dans un élément comme l'eau, quoi, de la mer. Et oui, forcément, les contraintes sont multipliées, c'est sûr. Et puis même le matériel avec le sel. Voilà, on est quand même, vous voyez, il n'y a pas d'appareils et de mécanismes qui sont très touchy, même si quand on joue avec des moyens ou des effets un peu spéciaux, il faut une mise en garde qui est décuplée à cause justement de la présence quand on est en pleine mer, au milieu de l'eau. C'est du sel marin et tout ça. Mais bon, après, il y a le plaisir de tourner quand même en pleine mer, quoi, qui n'est pas donné à tout le monde. Ah, mais il n'y a pas il y a le plaisir avant tout. Oui, le plaisir. D'être dans ce lieu, et puis des équipes où chaque personne, ce qui est étonnant sur ce personnage comme Fort Boyard, c'est que les gens sont extrêmement compétents, chacun à leur niveau, quoi, la moindre personne qui travaille sur le fort, elle est grande compétence. C'est vraiment ils sont tous des pointures, comme on dit. Merci beaucoup, Yann Legac. Écoutez, c'est parfait, c'était bref. On en a quand même appris un peu plus, on va dire, sur les coulisses de Fort Boyard. Oui, vous verrez qu'il y a de nouvelles aventures et de nouvelles cellules avec au courant de la tête chefferie, du tri sélectif. Voilà, surtout l'essentiel dans les cellules. Et après, dans les aventures, vous verrez qu'il y a une nouvelle épreuve avec un vélo, qu'il y a une épreuve qui s'appelle le rouleau, où il faut se cramponner à un rouleau qui est assez spectaculaire. Il y a une autre aventure qui se passe sous l'eau.
on appelle la prison sous-marine. Enfin, je vous livre quelques infos, mais voilà, il y a des nouveautés. Des nouveaux personnages aussi, un certain Vincent C. Voilà, exactement. Il y a un magicien qui a été auditionné et sélectionné par le père Fouras, et à qui il lui a accordé l'usage de sa vigie, comme il n'y est plus. Donc c'est une grande nouveauté, parce que la vigie était un lieu qui était habité par le père Fouras, c'était un des lieux emblématiques du fort. Et en fait, cet endroit a été inoccupé là depuis 3 ans, je ne peux pas dire d'erreur. Et donc voilà, donc c'était ce magicien qui est québécois, avec un accent québécois, qui officie maintenant dans la vie. Voilà. Eh ben, je crois qu'on a été complet, on a fait le tour. Bonne journée à vous alors. Eh ben, merci.